Bonjour, je m'appelle Karim Amoumraoui, j'ai 26 ans, je suis un citoyen engagé, militant. Je me pose pas mal de questions, mais j'ai aussi pas mal de réponses à apporter. Bonjour, je suis Pierre-Yves Cosset. J'ai accumulé des expériences et je crois au dialogue. Karim, je voulais avoir ta réaction sur un sujet un peu délicat. Je lis partout que nous serions en guerre. Et moi, je te le dis franchement, c'est probablement à cause de ma génération, je ne réagis pas de cette manière. Pour deux raisons. D'une part, pour moi, la guerre, c'est le contingent. C'est le contingent, c'est donc l'Algérie. Et donc, tout le monde est appelé à participer au combat avec tout ce que cela signifie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'armée française, qui a beaucoup de vertus, ce sont des volontaires. Et puis, le deuxième aspect, c'est que c'est plutôt en tant que juriste. La guerre, ça se déclare, et ça n'est pas le cas. De plus, je ne considère pas que les terroristes soient véritablement des combattants au sens des conventions internationales. Pour moi, et je le dis, ce sont parfois purement et simplement des criminels. Alors, est-ce que ma réaction, elle est un peu périmée? Est-ce que toi et ta génération, vous considérez que nous sommes en guerre? Alors je pense que l'on n'a pas vraiment la même définition de la guerre, tout d'abord. Quand on parle de « sommes-nous en guerre ?», ces grandes questions un peu existentielles qui englobent des questions un peu plus générales. Tout d'abord, je n'aime pas vraiment les modalités de la question. Il y a de tout temps eu des rapports de force, un ennemi identifié, interne ou externe, qu'il s'agisse de la colonisation ou même bien avant. En ce sens, nous ne sommes pas en guerre au sens propre du terme, effectivement, même si la France est engagée dans certains conflits dans le monde. Les rapports de force qui sont institués nous amènent tout de même à reconsidérer la définition propre de la guerre. La guerre, c'est un acte violent qui engendre des souffrances de part et d'autre, de deux camps. Et en ce sens, peut-être qu'il y a des guerres idéologiques qui ne sont pas constituées sur un front, à proprement parler, mais sur d'autres supports. Et peut-être que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais pas à la manière conventionnelle. À savoir qu'il y a quand même des violences qui sont faites. On oppose les uns avec les autres. Et je pense que pour beaucoup, nous sommes en guerre. Oui, tu as peut-être raison. Je ne vais pas du tout faire une fixation sur le mot. Ce qui est vrai, je partage ton diagnostic, c'est la montée des violences de toutes sortes. D'abord, les violences militaires. Et, le Moyen-Orient, ça n'est pas loin. L'Ukraine, ça n'est pas si loin. Et on peut dire que nous assistons, au cours de ces dernières années, à des conflits violents qui se rapprochent de l'Europe et qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent, sinon nous entraîner dans une bataille directe, tout au moins avoir des implications par les mouvements de population, les conséquences, les rétroactions sur le plan politique. Et puis, il y a en effet une sorte de conflit culturel. Et à ce moment-là, d'aucuns parlent de guerre des civilisations. Est-ce que toi, tu reprendrais ce terme de guerre des civilisations? Non, je ne le reprendrai pas au sens propre du terme, pour la simple et bonne raison que ce qui est identifié comme civilisation, pour moi, est un leurre. À savoir que le pseudo-conflit entre Orient et Occident, pour moi, n'est pas la lecture que j'ai dans la géopolitique actuelle. Il s'avère que les liens entre l'Occident et l'Orient ont existé depuis très longtemps, sauf que les enjeux qui sous-tendent ces relations ne sont pas forcément nobles. Et en ce sens, on a un peu instrumentalisé une opposition un peu automatique, un peu facile entre l'Orient et l'Occident. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'une réelle opposition civilisationnelle, au sens propre du terme. Alors, je suis d'accord avec toi, je ne reprendrai pas à mon compte guerre des civilisations, à condition cependant d'être réaliste et de savoir qu'il y a des oppositions, des conflits d'intérêts entre riches et pauvres, entre pays pétroliers et pays non pétroliers, entre les pays qui ont des excédents de population et les pays d'immigration. Mais aussi, il y a des différences culturelles. Je crois beaucoup à l'universalité des droits de l'homme,
je crois aussi beaucoup à des différences. Il ne faudrait pas que le souci d'universalité nous cache qu'entre orientaux et occidentaux, il y a des cultures qui ne sont pas les mêmes et qui fait que la cohabitation, y compris en France, pose des problèmes. Donc, non à la guerre, oui à l'acceptation des différences et aux efforts que cela implique pour vivre ensemble de façon pacifique sur un même territoire, car cette façon pacifique, il faut qu'elle soit voulue. Elle n'est pas du tout automatique. Surtout que me vient à l'esprit le fait que quand on parle de civilisation, une civilisation c'est quoi? C'est avant tout une culture qui est figée dans le temps. Or, les deux blocs que nous venons de mentionner ne sont pas figés. L'Orient est en pleine mutation. Justement, c'est cette accélération de processus transitionnels poussés, accélérés et provoqués qui génère un certain nombre de conflits dans ces régions-là. Mais en aucun cas, on assiste à une opposition entre deux civilisations, puisque pour moi, l'Occident et l'Orient ne sont pas des civilisations au sens propre du terme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'identité. L'identité, c'est pas fixe. L'identité évolue. Il ne suffit pas de regarder derrière soi et de dire « nous ne bougeons pas ». En fait, l'identité française, l'identité allemande, l'identité de grands pays en développement, elle change. Et ça, il est très important de le comprendre, parce que nous avons en France une espèce de fixation en déclarant « nous sommes comme ça et nous ne bougerons pas ». C'est le jeu de certains extrêmes en tout France. À fait, tout à fait. En fait, nous cessons de bouger. La façon dont, par exemple, la religion catholique en France n'a plus du tout la même place, la façon dont l'intégration, contrairement à ce que l'on dit, de populations venant hors de France se fait, la façon dont nous concevons la famille se fait. Et alors, il faut absolument pas nier d'où nous venons. Il faut comprendre d'où nous venons, mais il faut savoir faire évoluer tout ceci en respectant les différences des autres, en ne cherchant pas à tout unifier, mais en faisant tout de même un effort de compréhension. Donc nous sommes dans une situation difficile, parce que cette identité elle évolue et que beaucoup de Français ne veulent pas. Finalement, l'identité c'est un film. Et en ce moment, une partie des Français veulent faire une photographie. Si on fait de la photographie, c'est l'échec. C'est l'échec, tu as tout à fait raison, et on l'observe surtout au travers des événements récents, la condition des migrants en France, le rejet massif que présentent les politiques d'intégration par une certaine frange de la population française. Je me pose la question, comme ça à tout hasard, de qui est-ce qui présente ces résistances? Qui est-ce qui participe des résistances à cette mutation identitaire, si on peut parler d'identité? Je n'aime pas trop ce terme-là, puisqu'il connote un peu le ministère de l'identité nationale que certains ont voulu instaurer. Est-ce qu'on est dans une démarche de co-responsabilité entre les venants et les accueillants, dans ce sens-là, ou est-ce qu'on est purement et simplement dans un rejet un peu systématique de ce qui vient de l'étranger? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois d'abord qu'il y a un effet quantitatif. Pour prendre l'exemple de l'islam, lorsque l'islam n'était pratiqué que par peu de personnes en France, cela n'intéressait personne, et cela aussi ne posait aucun problème. À partir de l'instant où l'islam devient la seconde religion de France, les gens s'interrogent. Ils sont différents, et à ce moment-là, il y a une espèce de réaction en déclarant « nous voulons nous affirmer tels que nous sommes, nous ne voulons pas changer ». Je crois que c'est un aspect. Et puis il y a tout de même l'environnement international. À partir de l'instant où cette population a très légitimement des liens avec leur pays d'origine et que la menace semble venir de ces pays, eh bien il y a une espèce de peur, une espèce de repli, et l'idée, on arrête. On ne veut plus continuer à évoluer. C'est parfaitement impossible, mais il y a la crainte venant de l'aspect quantitatif, il y a la crainte venant de l'environnement, il y a aussi, disons, la crainte venant de l'emploi et du chômage. À partir de l'instant où il y a moins de postes à pourvoir, l'autre, et surtout l'autre qui vient de loin, qui n'a pas notre couleur de peau, il est dangereux. Les immigrés participent activement à l'économie et ils lui sont plutôt favorables plus qu'ils ne la desservent.
Donc d'où viennent ces incompréhensions et d'où viennent ces fausses peurs, ces peurs irrationnelles? Alors, ces peurs sont irrationnelles, tu as raison, mais elles existent. Pour moi, une des explications, c'est que les populations en France réagissent très fortement à ce qui se passe à l'extérieur. La population beurre est très sensible au conflit palestinien. La population juive réagit de la même manière. Et ceux qui ne sont pas concernés ne veulent pas être mêlés à ces conflits. Alors qu'ils en sont en partie responsables. Alors qu'ils sont en partie responsables. Il est évident que l'antisémitisme de l'Europe est à l'origine d'Israël. Il est évident que la colonisation pèse encore sur nos relations avec les populations venant de ces pays et que les mémoires sont meurtries et sont blessées. Peut-être que l'avantage, si l'on peut dire, de ce qui s'est passé en janvier est que les Français vont comprendre qu'il faut dialoguer et qu'on ne peut pas se contenter de mettre un couvercle sur la casserole et de ne pas s'en occuper. Il faut essayer de comprendre ce qui blesse les uns, ce qui blesse les autres, les aspects culturels qui sont différents et qui le resteront. Et ce n'est que par le dialogue, ce n'est que par la compréhension que progressivement les peurs s'effacent, à condition évidemment que sur un plan économique, néanmoins, il y ait un minimum de progrès en France, parce qu'il n'y a aucun doute qu'il y a les peurs irrationnelles, mais aussi les inquiétudes ponctuelles et quotidiennes, et que c'est les deux réunis ensemble qui font cet ensemble quasiment explosif qui nous inquiète l'un l'autre. Et j'y ajouterai une condition pour conclure. Cela dépend aussi à qui on donne la parole, à qui on donne cette parole. Je pense que c'est important de pouvoir diversifier aussi cette parole, de donner la parole à des gens, des entités qui sont trop rarement entendues, peut-être. Tu as raison. En démocratie, il faut savoir se faire écouter et il faut donner la parole et trouver peut-être de nouveaux relais d'opinion. Et la parole est trop souvent monopolisée, soit par des professionnels, soit par des individus qui cherchent avant tout à faire scandale. Bien sûr. Comment intéresser et être concret en restant respectueux les uns les autres? Nous avons du travail à faire, Karim. Très bien, on y tâchera. Merci beaucoup.